Quel goût a-t-on à regarder de vieilles cartes postales? Et pire, à les collectionner? Peut-être une douce fêlure qui fait légèrement souffrir et qui t'entraîne vers le passé. Quand la mémoire n'est qu'une imposture qui ne conserve hypocrite que les bons souvenirs, tu ressens alors cette douleur surannée qui te renvoie des images sépia d'une époque révolue. Les cartes postales, comme les photos, témoignent de cette survivance. En ce temps-là, à l'Ardoise, on prenait le temps de se promener sous la Pinède. Le sable alluvionnaire coulait sous vos pas, comme coulait le temps, comme coulait le Rhône. On se laissait surprendre par un bateau, on le voyait poindre, monter lentement, puis présenter le flanc et partir vers le nord, si loin, dans les méandres du fleuve. Invitation à des voyages fluviaux, au long cours, vers des contrées inconnues. Nous, on restait là, ici, au bord du Rhône. On posait, fiers. On pêchait la lauze, dont les écailles éclatantes de multiples couleurs annonçaient peut-être des richesses à venir. Ce migrateur venait de loin et indiquait les saisons qui défilent imperturbablement. On acceptait ce rythme en prenant le temps de boire un verre avec des amis, profitant de cette brise rafraîchissante qui longe les cours d'eau. Si on tournait le dos au fleuve, on partait sur cette route de poussière qui nous amenait par l'avenue du Rhône jusqu'à l'usine, la sucrerie, les sucreries. Elles annonçaient les prémices de l'industrialisation et les promesses d'un avenir radieux dans un monde moderne. En continuant tout droit, à travers les champs de betteraves, on passait devant les écoles. En hiver, pour s'y rendre, il fallait souvent lutter contre le Mistral qui nous coupait en deux et nous obligeait à marcher penchés. Il nous sciait les lèvres et glaçait le bout de nos doigts malgré les gants de laine tricotés par nos mères. On languissait le poil rond dans la classe et sa grille tiède. Plus loin, toujours, sur cette route, on arrivait au croisement, carrefour de chemin, passage obligé des hommes déjà pressés. Malgré tout, il fallait se poser, peut-être pour reprendre son souffle, pour aussi prendre des nouvelles, des gens qui vivent là. Le café Charpal était déjà un lieu de rencontre. Tout droit, tu montais à la gare. Les grosses locaux passaient avec leur convoi de marchandises, mais aussi avec des voyageurs. Là encore, des hommes avec des horaires se croisaient, en donnant de moins en moins de temps au temps. Malgré cela, au café-restaurant de la gare, on pouvait régler des affaires, boire, manger et même dormir. Une alcôve au bord de la voie ferrée? Quand les trains s'évanouissaient vers Lyon ou la Méditerranée, la gare s'emplissait vite d'une mélancolie ensoleillée. En été, étouffante de chaleur. Parfois, les grosses locaux déraillaient. C'était un événement. Ainsi, dans la nuit du 23 septembre 1924, les éclairs avaient illuminé un ciel chargé de folie, de bourrasques, et des trombes d'eau avaient inondé la région et emporté, plus que le ballast de la voie ferrée, au pont des Galets. Aux hommes à réparer la colère céleste et à évacuer les tonnes d'acier de la bête. Aujourd'hui, les trains sont électrifiés et passent sans s'arrêter. Plus de voyageurs, pas le temps de descendre, plus le temps de boire ou de manger, plus d'alcôve au bord de la voie ferrée. L'hôtel Vincent vient même d'être détruit. Ainsi, les sucreries ont été remplacées par une aciérie. La route du carrefour a été bien asphaltée, assurant le confort des voitures modernes. Le café Charpal est devenu le bar du Bon Coin. Au loin, sur la plus haute tour de l'usine en construction trône le drapeau français,
geste patriotique, symbole d'une ambiance d'après-guerre, période pendant laquelle les capitaines d'industrie ne pensaient pas, eux, à délocaliser. À l'époque, pas de téléphone portable, pas de téléphone tout court, et encore moins d'Internet. Ainsi, sur les centaines d'ouvriers, plus de 1500 dans les années 70, certains sont logés à proximité afin de parer aux problèmes et pannes diverses de l'usine. Les bastides sont construites. Ici, on travaille, et on travaille dur. De jour comme de nuit, week-end et jours fériés compris. L'usine marque de son empreinte le hameau. Elle mange les terres agricoles. Fini les betteraves à sucre. Même le château de Mademoiselle Corinson est englouti sous le crassier de l'usine. J'aimais me promener le long du grand bassin ombragé à côté du château. Les choses changent, et changent vite. Le café du Rhône a laissé sa place à l'auberge du Rhône, à des costumes 3 pièces, à de grosses voitures et à des jeunes femmes plutôt charmantes. Les temps changent. De nouvelles alcôves au bord du Rhône. Le fleuve n'est pas encore emprisonné par la Compagnie nationale du Rhône. Nos mères nous ont mis en garde contre ce fleuve. Quand on passe à vélo à côté de l'auberge, le bruit des tourbillons et l'eau trouble nous effraient. Le Rhône a également une odeur particulière. Ce fleuve nous fait peur, déjà. La photo couleur arrive. L'Ardoise s'agrandit, se développe, de nouveaux quartiers, une église, des commerces, une zone industrielle au nord. Peut-on parler d'année bonheur ? Pour une génération, peut-être. Mirage d'un capitalisme dont l'irresponsabilité n'a d'égal que la mégalomanie des propriétaires industriels. Aujourd'hui, l'usine est fermée, détruite, après avoir été vendue à un Indien, Mittal. Les commerces ont fermé les uns après les autres, le Rhône est canalisé, s'enlise, entraînant des inondations récentes et à venir. On aménage des échelles à poissons pour sauver les aloses et les aider dans leur migration. Le rythme des saisons serait-il maintenu artificiellement ? Peut-être. En fait, tout simplement la vie continue. Il faut prendre son temps pour découvrir ce hameau qui s'étale entre des cours d'eau. Au sud, un ruisseau, le Nison. Au nord, 2 rivières, la Tave et la Cèze, qui se jettent dans le Rhône. Ce fleuve reste majestueux. Caché, il se révèle au bout d'une rue, d'un chemin. Il est là, imposant, large, avec toute la vie qui va avec. Les poissons, les oiseaux, les arbres, les hommes. Faites donc une halte à l'Ardoise.